Les États-Unis viennent d'imposer un droit de douane de 50% sur le café importé et le résultat a été immédiat. Pénurie dans les supermarchés, cafés fermés, prix en flèche et consommateurs désespérés. Le pays le plus amateur de café du monde vient d'entrer dans une crise absurde. Manquer de café. Alors que les rayons se vident et que le café devient un luxe inaccessible, le Canada, loin de sombrer, est devenu le nouveau paradis caféiné de l'hémisphère. Les machines s'éteignent à New York mais s'allument à Toronto. Ce qui semblait être un coup commercial contre l'étranger a explosé sur le sol national. Et le rituel le plus américain de tous, le café du matin, est en voie d'extinction. America will never be blackmailed over coffee imports. Cette phrase, prononcée quelques semaines plus tôt à Washington, sonnait comme un signe de force, de contrôle, un nouveau chapitre dans la longue tradition des murs tarifaires. En juillet 2025, la promesse était simple. Réindustrialiser, réduire les dépendances, démontrer que l'autosuffisance était possible. Le problème était si évident que personne n'a voulu le voir. Les États-Unis ne produisent pas de café en grande quantité, ils le consomment, ils le vivent, ils en font un rituel. Et ils ont décidé de le taxer comme s'ils pouvaient le fabriquer à volonté. Le 1er août est entré en vigueur le droit de douane de 50% sur le café vert, torréfié et soluble. La petite ligne, toujours cruelle, a frappé en premier ceux qui s'attendèrent le moins à l'impact. Les distributeurs canadiens qui, depuis 2 décennies, étaient la colonne invisible de l'approvisionnement vers les États-Unis. Toronto, Vancouver, Montréal, nœuds discrets, où les sacs latino-américains changèrent de main, d'étiquette et de destination dans une danse logistique ayant un seul but, que rien ne manque dans la tasse. Cette nuit-là, les codes sont passés au rouge. Les camions quittant l'Ontario vers le Michigan ont reçu l'ordre de faire demi-tour. Les navires ayant quitté la côte Est ont changé leur manifeste en plein Atlantique. Personne n'a prévenu. Simplement, le flux s'est interrompu. Les prix ont réagi comme un thermomètre sur le feu. En quelques jours, le paquet qui coûtait 8,99 $ affichait 13,50 $. Les capsules haut de gamme, déjà capricieuses, ont bondi par paliers soudains. Au début, les consommateurs ont cru à une promotion inversée, à une erreur d'étiquette, à une mauvaise blague de l'algorithme. Puis ils ont vu les rayons vides. Le terme est devenu viral à la vitesse d'une brûlure. Coffee Shock 2025, ce n'était pas un slogan, c'était une sensation physique. Entrer dans un supermarché et voir le rayon café avec des trous, des panneaux improvisés, des affiches limitant l'achat à une unité par client, c'était comme entrer dans une maison et découvrir que la table de la salle à manger avait disparu. Dans les quartiers, la blessure se mesurait à de courtes respirations. Un petit établissement à Milwaukee qui avait survécu à des pandémies, à des loyers élevés et aux plateformes de livraison, a accroché ses moulins à un clou. Le propriétaire a raconté l'histoire avec la dignité de ceux qui ont déjà vu trop de défaites. Le fournisseur lui proposait un substitut moins cher, un mélange opaque, qui ressemblait à du café mais n'avait aucune odeur. Il n'a pas voulu tromper ses clients. Il a fermé 3 semaines, puis 4. Il n'a jamais rouvert. À San Diego, une franchise bien connue a réduit la taille de ses gobelets sans le dire. Les clients l'ont remarqué dès la première gorgée. Ils payaient plus, recevaient de moins, et le goût était loin de ce qui avait été promis. La plainte s'est changée en colère et la colère en absence. C'est ainsi qu'un pays se vide sans déclaration officielle, table par table, tasse par tasse. Le Canada, pendant ce temps, a choisi l'invisibilité. Pas de conférence de presse de condamnation, pas de menaces ni de répliques. Le Premier ministre s'est envolé vers le Brésil et le Vietnam. Les téléphones des ports européens ont sonné plus que d'habitude. Les mêmes compagnies maritimes qui vivaient auparavant du transport de conteneurs vers la frontière terrestre américaine ont reconfiguré leurs cartes. Au lieu de Détroit, Rotterdam. Au lieu de Buffalo, Hambourg. Au lieu de Seattle, Busan, c'était la même marchandise, avec une autre destination. Le café ne connaît pas les drapeaux, il connaît les routes et les contrats. Le Canada s'est consolidé comme un hub international du grain par une décision à la fois minime et monumentale. Ne pas insister là où il n'était plus nécessaire d'insister. Pour comprendre l'ampleur de la rupture, il faut regarder les décennies précédentes. Pendant plus de 20 ans, la moitié du café qui finissait dans une tasse américaine était passé, d'une manière ou d'une autre, par des mains canadiennes. C'était un rituel silencieux. Les noms des villes se prononçaient comme des mots de passe. Mississauga, Delta, la Chine. Là, les torréfacteurs mondiaux assemblaient en leur mélange, calibrèrent les profils, garantissaient la qualité et renvoyaient vers le sud un flux constant qui alimentait des chaînes entières de cafés, de bureaux et de foyers. Ce corridor ne faisait pas la une. Il était trop efficace pour attirer l'attention. Jusqu'au jour où il s'est arrêté. Les chiffres du choc ne se sont pas fait attendre. Un restaurant du Kansas, servant des petits déjeuners depuis les années 1970, est passé de $1000 de café par semaine à 1600 cents. Il a tenté d'absorber le choc.
Il a augmenté le prix des pancakes, il a réduit d'1 gramme chaque portion de beurre, il a changé de marque de sirop. Rien n'a fonctionné. Finalement, il a limité le café à une seule recharge par client. La protestation n'a pas été bruyante. Pire, elle a été silencieuse. Les clients ont cessé de revenir. Les serveurs ont ressenti la piqûre là où ça fait le plus mal, dans les pourboires. De l'autre côté de la frontière, la scène était différente. Dans un marché d'Ottawa, les sacs de 500 grammes se vendaient à un prix stable. Pas d'affiche de rationnement. Un nouveau torréfacteur a ouvert ses portes dans un quartier en difficulté. Il a embauché de jeunes gens qui ne trouvaient pas de travail dans le commerce de détail. L'odeur de café fraîchement moulu est revenue dans une rue qui avait senti pendant des mois le vide des magasins fermés. La politique, dans sa forme la plus tangible, prend parfois la forme d'un arôme. À New York, une chaîne avec des ambitions de luxe a décidé de reformuler son offre avec des grains d'Hawaï. Le marketing était brillant, les photos imparfaites, le produit insuffisant. Il n'y avait pas de volume pour soutenir un réseau national. Les coûts étaient une montagne impossible à gravir. Les torréfacteurs ont travaillé des heures supplémentaires pour trouver des profils qui trompent de la langue, ils n'y sont pas parvenus. Le palais reconnaît le compromis. Le café, quand ce n'est pas du café, se trahit à la deuxième gorgée. À Windsor, juste en face de Detroit, les samedis sont devenus un phénomène étrange. Des véhicules avec des plaques du Michigan traversaient le pont pour remplir leurs coffres de paquets de café dans les supermarchés canadiens. Ce n'était pas de la contrebande, c'était de la survie domestique. Des familles entières faisaient de ce voyage une nouvelle routine. Elles achetaient 2 marques, parfois 3, et rentraient chez elles avec la sensation contradictoire d'avoir battu le système le temps d'un week-end. Les autorités ont fermé les yeux. Comment arrêter quelqu'un qui veut simplement préparer son petit déjeuner? Les rapports internes des grandes chaînes ont dessiné un paysage inégal. Dans les quartiers aisés, la consommation s'est maintenue par fierté et habitude. Dans la classe moyenne, le café est devenu une dépense qu'il fallait justifier à table. Dans les quartiers populaires, il a disparu. Des écoles qui servaient des petits déjeuners ont commencé à offrir du lait sans café. Des banques alimentaires, qui auparavant accueillaient volontiers les dons de grains, demandaient désormais de l'huile ou des légumineuses, car le café ne faisait plus partie du possible. Un directeur d'école à Phoenix a prononcé une phrase qui a résonné comme un écho amer. Pour la première fois, nos enseignants passent la matinée sans café. Ce n'était pas une anecdote, c'était un diagnostic. À Montréal, un entrepreneur qui rêvait depuis des années de vendre sa marque en France a trouvé l'occasion. Là où autrefois son café passait par Buffalo, un accord avec un port français lui a ouvert une vitrine qu'il n'avait jamais obtenue. Il a signé avec un distributeur à Lyon, il a placé ses sacs dans les magasins parisiens, il a découvert, soudain, que son entreprise ne dépendait plus des caprices d'un voisin imprévisible. La leçon a été simple et claire, diversifier n'est pas un slogan, c'est un filet de sécurité. La politique qui a allumé l'étincelle promettait des résultats internes, mais elle a ravivé une vérité inconfortable. Il y a des produits pour lesquels on peut ériger des murs sans se vider de son sang. Et il y en a d'autres dont la géographie naturelle vous inclut uniquement comme consommateur. Le café appartient à cette seconde catégorie. L'autosuffisance n'est pas de la magie. Si vous n'avez pas l'altitude, le climat et le sol, vous n'avez pas le grain. Et si vous n'avez pas le grain, vous l'achetez. Si vous le rendez 50% plus cher par décret, vous cessez de l'acheter. Et si vous cessez de l'acheter, tout ce qui vit autour de cet achat s'éteint. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est de l'arithmétique. L'attention a franchi le terrain de la confiance, cette monnaie qui ne cote pas en bourse mais détermine les destins. Le Canada, partenaire prévisible pendant des décennies, s'est vu traité comme un suspect. La réponse ne s'est pas mesurée en communiqué, mais en contrat signé dans d'autres fuseaux horaires. Japon, Corée du Sud, Indonésie, ports européens. Les conteneurs ont appris de nouvelles routes. Et quand un conteneur apprend un nouveau chemin et qu'il fonctionne, il revient rarement à l'ancien par nostalgie. En Californie, un torréfacteur indépendant a résisté plus longtemps qu'on ne l'aurait cru possible. Il a réduit les horaires, éteint les fours, vendu du matériel. Il a tenté des mélanges avec des robustas moins chers. Il a publié des lettres à sa clientèle expliquant chaque décision. Il a reçu du soutien, des accolades, des achats symboliques. Mais, au final, les comptes n'ont pas équilibré. Le dernier jour, il a offert un café à la maison. Il y eut un silence, puis des saucillons, des applaudissements retenus. Le propriétaire a regardé la machine comme on regarde un vieil ami resté sur le quai. Il a fermé la porte. Il a compris qu'il avait été partie prenante d'une histoire plus vaste, écrite loin de sa rue. Pendant ce temps, Tim Hortons annonçait des ouvertures dans le Golfe. Nestlé et Lavazza renforçaient leur centre sur le territoire canadien tourné vers l'Europe et l'Orient. Les gestionnaires de ports sur la côte atlantique du Canada se réjouissaient de l'arrivée de contrats assurant un emploi stable. Certains experts parlaient d'une nouvelle cartographie du café dans le monde développé. L'expression paraissait grandiloquente jusqu'à ce que l'on regarde les données, plus d'importations,
plus de torréfacteurs moyens, plus d'exportations emballées vers des marchés autrefois éloignés. Ce n'était pas une revanche, c'était un réalignement. Les chiffres aux États-Unis résumaient la dégradation. L'importation totale de café avait chuté, le prix pour le consommateur avait augmenté de pourcentages inédits depuis des décennies. Et un pourcentage douloureux de café indépendant avait baissé le rideau. Dans les rapports internes des grandes enseignes, on notait le mois le plus bas de consommation depuis les débuts des relevés modernes. Soudain, l'image du travailleur avec son gobelet thermique cessa d'être universelle. Le café cessa d'être quotidien et devint un luxe occasionnel. Le pays qui avait fait du café un paysage dut apprendre à s'en passer en semaines. Le débat public, épuisé par tant de batailles simultanées, mit du temps à nommer précisément le problème. On parle d'inflation, de chaînes rompues, de comportements opportunistes. On parle peu de la logique de fond. Appliquer un tarif punitif à un bien essentiel que l'on ne produit pas est un boomerang. Il revient avec plus de force et frappe là où ça fait le plus mal. La patine de fermeté qu'apporte une annonce percutante dure un cycle d'actualité. Le vide dans le placard dure des mois. À Seattle, un couple fit ses comptes. Habitués à acheter un café d'origine unique le week-end et un mélange plus économique pour le quotidien, ils passèrent à un seul paquet par mois. Ils réduisirent la quantité par personne, ils ajustèrent leurs horaires de sommeil. Le détail semble minime, mais il module l'humeur, les conversations et la productivité. Des millions de petits ajustements composent une grande renonciation. À Edmonton, un programme municipal commença à distribuer du café dans les banques alimentaires aux côtés d'autres produits de base. La mesure, en apparence symbolique, eut un effet profond. Dignifier une routine n'est pas un luxe. C'est reconnaître que la vie ne se nourrit pas seulement de calories, mais aussi de rituels. Si le nord et le sud d'un même continent répondaient si différemment à une même tension, l'explication n'était pas dans les magasins. Elle résidait dans l'architecture des décisions. À la fin août, le bilan pouvait se lire comme une fable sans morale édulcorée. Les États-Unis s'étaient tiré une balle dans le pied en poursuivant une illusion d'autosuffisance. Le Canada avait choisi de ne pas se battre et avait gagné part de marché, débouchés et réputation. Les consommateurs américains s'éveillèrent à une réalité que personne ne leur avait expliquée clairement. Certaines batailles ne se mènent pas au mégaphone, mais par des contrats silencieux. Le café, ce liquide sombre que beaucoup boivent sans y penser, était devenu une leçon vivante de géoéconomie. Les conséquences politiques se glissèrent dans les interstices. Des maires demandèrent des dérogations, des gouverneurs exigèrent des allègements temporaires. Les associations professionnelles signalèrent des baisses, réclamèrent des passerelles, suggérèrent des seuils plus rationnels. Au gouvernement fédéral, on parla de fermeté et de la nécessité de sacrifices pour toute transition. Dans les cuisines, les cafetières éteintes disaient autre chose. Les sacrifices imposés depuis un pupitre pèsent moins que ceux qui s'accumulent tasse après tasse. À Vancouver, un chef d'entrepôt raconta à son équipe l'histoire de son père qui avait travaillé sur un quai de l'Atlantique à charger des sacs. Il dit que son travail était le même, mais que ses clients n'étaient plus de l'autre côté de la frontière. Ils étaient le plus éloignés et cela, paradoxalement, donnait plus de sécurité. La nouvelle route ne dépendait pas d'une discussion entre voisins. Elle dépendait d'accords plus dispersés, plus techniques, moins volatiles. Ce jour-là, ils célébrèrent la signature d'un contrat avec un supermarché allemand. Personne ne leva la voix, ils travaillèrent un quart de plus. Voilà les célébrations qui soutiennent une économie. En même temps, dans un café de quartier à Chicago, un tableau noir affichait un menu réduit. 3 choix au lieu de 7. 2 tailles, pas 3. Un client fidèle demanda sa variété préférée. Le barista lui expliqua qu'elle n'arrivait plus. Le client acquiesça avec patience, commanda ce qui restait, laissa un pourboire généreux et partit plus tôt. Si l'on réunissait toutes ces conversations en un seul enregistrement, on entendrait le bruit d'un pays ajustant sa vie à une politique qu'il n'avait jamais pensé subir autant. Rien de ce qui s'est produit n'avait besoin de fracas pour être compris. La logique était linéaire. Le café n'est pas de l'acier ni du blé. Ce n'est pas un secteur que l'on peut déclencher avec des subventions en 12 mois. C'est une géographie étrangère à laquelle on participe par le commerce, non par le contrôle. Le Canada l'a compris et a agi comme le font ceux qui savaient cohabiter avec des géants sans affrontements frontaux. Parfois, la stratégie la plus intelligente est de ne pas être là où l'on veut vous voir. Le dommage le plus profond ne se mesure ni en pourcentage ni en fermeture, mais en confiance. La confiance met des décennies à se bâtir et quelques minutes à s'effondrer. Lorsqu'un allié perçoit qu'il peut être puni unilatéralement pour avoir fait exactement ce qu'il faisait quand tout fonctionnait, il prend note et il agit. Il redirige, il diversifie, il sécurise. Non pour se venger, mais pour ne pas revivre le même choc.
Cet apprentissage ne se défait pas par une signature. Il se défait au mieux avec du temps et de la cohérence. En refermant cette histoire, reste une image qui résume le parcours. Une table dans une cuisine modeste du Minnesota. Une cafetière sur le comptoir, un paquet à moitié entamé, 2 tasses vides qui attendent. Dehors, le jour se lève. À la radio, on parle de marché, de traités, de nouvelles routes maritimes. À l'intérieur, quelqu'un ouvre le robinet, respire profondément et décide qu'aujourd'hui non plus, il n'y aura pas de café. Dans une autre cuisine, à Halifax, 2 tasses se remplissent sans cérémonie. Quelqu'un dit que l'envoi pour Marseille est enfin arrivé. Personne ne porte un toast, on travaille simplement. L'économie, au fond, c'est cela. Un immense réseau de petits gestes qui tiennent ou s'effondrent selon l'endroit où vient se poser le poids d'une décision politique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que cela vous a aidé à comprendre comment une tasse vide raconte l'histoire de 2 pays et d'une erreur qui a changé route et habitude, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne.